Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel. Alors, l'actualité cette semaine, chers amis, a été marquée par l'interview d'Emmanuel Macron. Le président de la République était l'invité avant-hier soir d'une première émission spéciale qui s'appelait, je cite, Les défis de la France. C'était sur TF1. On attendait beaucoup de choses de cette émission. On attendait notamment l'annonce potentielle de référendum ou de consultation citoyenne. Et puis finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Macron n'a rien annoncé de tel. Emilio, est-ce qu'on a assisté à une émission dans laquelle Macron n'a fait que défendre son bilan finalement? Bah ouais, mais comme à chaque fois en fait. C'est le dispositif aussi qu'il faut questionner, parce qu'en fait tout était fait pour que à la fin il puisse défendre son bilan. C'est pas seulement une question de critique média, hein, c'est vraiment un sujet démocratique en fait, parce que là, comme le président qui s'invite pendant 3 heures à la télévision pour rien annoncer et ne faire que défendre son bilan en donnant des chiffres, revenant avec ses petits dossiers, et face à des gens qui en fait sont renvoyés soit ils sont très à droite, soit très à gauche. Comme ça lui permet, lui, de se placer au centre, d'apporter de la nuance raisonnable et de montrer pied à pied en quoi il est d'accord avec tout le monde. T'aurais voulu qu'ils invitent des centristes? Je sais pas, peut-être. Non, mais j'en sais rien. Mais je sais pas, moi, Charles de Courson, ça m'aurait fait marrer, tu vois. Ah, ça c'est vrai. Et donc, en fait, il n'a fait que défendre son bilan. Alors après, je vous avoue, je me suis pas enfilé les 3 heures non plus, parce que, en fait, comme je vous ai dit, moi j'étais au ciné au départ, donc j'ai vu que des bouts à la fin. Excuse-nous. On était avec Macron. Non, mais en fait, surtout, j'ai rien loupé. Pardon. Non, t'as rien loupé. J'ai rien loupé. Mais en fait, pourquoi il ne peut faire que défendre son bilan? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il annonce? Le mec, il n'a pas de marge de manœuvre. Il est tenu par les LR au gouvernement. Ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Toi, Jules, t'es pas d'accord? Tu penses que ça représente plutôt la présidence? Je suis pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Emilien. Qu'est-ce que on va se battre. Moi, c'est Emilio, mais sinon, ça va. C'est pas. Tu me traites pas de tricheur déjà. Emilien, Emilio aussi, bon voilà quoi. Bon. Salut le nom. Ça ressemble quand même un peu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que j'étais pas d'accord. Est-ce que ça représente la puissance du président de la République, la mise en scène de la puissance? Oui. Après, ça fait très journalisme de cours aussi, mais de lui redonner cet espace-là, on fait tout style qu'il va encore pouvoir faire des trucs, c'est sûr. Mais le dispositif était là pour ça, pour le remettre au centre du jeu. En effet, c'était pas passionnant, mais il y avait des trucs. On pouvait quand même noter pour qui regarde un petit peu quel est le ton général, il y avait quand même des indices sur vers quoi comment finit le macronisme en fait, vraiment sur notamment la trumpisation. Il y a vraiment eu des moments, alors entre le passage avec Agnès Verdier-Molinier, alors voilà, moi c'était un all-star rhinocéros, hein, l'émission. Ah bah ça. Il y avait Agnès Verdier-Molinier, il y avait Salomé, ma collègue de Blast, il y avait Thibaut InShape. Très déçu de la question de Thibaut InShape. Non, elle était bien au contraire. J'étais d'accord avec Thibaut InShape, ça m'a fait peur. Bah ouais. Il dit bien sa question. Comment on combat les gros? Il a dit ça. Il a dit ça. On sait qu'il est grossophobe. Ouais. Et là, il a dit comment on combat les gros. Il a dit. Et c'était sa seule question. Salomé, je sais qu'elle avait préparé, elle en avait fait plus et tout, et elle a eu le droit à peine 5 minutes. Mais alors, par contre, Robert Ménard, 40 minutes. Alors là, ça en dit beaucoup peut-être aussi sur l'intérêt qu'il avait pour cette discussion. D'abord, c'était. Alors, ça a fini sur Ménard voulait mettre tout le monde en prison. Il faut les mettre en prison tout le temps. Alors, moi, j'avais envie de le mettre en prison, lui, à force qu'il parle tout le temps. Il était à prison. Et ça a terminé où Macron a dit ok, peut-être que faudrait envoyer les détenus français dans les prisons à l'étranger. Une ambiance pareille, très Trump. Bon, les Anglais avaient tenté ça aussi, les Italiens aussi, je crois, il n'y a pas longtemps. Je précise que l'idée serait que la France loue des places de prison dans des pays étrangers. Mais t'es emprisonné en France, tu te retrouves en Belgique ou aux Pays-Bas? Pour des prisonniers étrangers. Pour des prisonniers étrangers qui viennent de ces pays-là. T'es sûr que c'est ça? En fait, il l'a pas dit dans l'émission, mais en fait, il l'a pas dit dans l'émission. Il y avait une connerie. Voilà. Dans le Figaro, après, l'Élysée a précisé la pensée du président, la pensée complexe du président de la République. Parce que ça n'était pas dit. Là, c'était juste, on n'a plus de place chez nous. Il y en a qui ont de la place de libre. On va leur envoyer nos prisonniers, quoi. Mais moi, je suis quand même d'accord avec Emilio sur le côté, en fait, on avait un président de la République. En fait, c'est tout le paradoxe de la situation politique. On a un président de la République faible. Le président de la République, il a une toute-puissance présidentielle sous la 5e, qui lui est garantie par une constitution dégueulasse, dans ce sens-là, dès lors qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Là, on a un président qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On a un François Bayrou qui arrive à peine à se dépêtrer d'un budget, et c'est à peu près tout ce qu'il réussit à faire. Donc, je vois pas très bien ce que le président pouvait se permettre d'annoncer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à discuter de trucs du genre, est-ce que la carte d'identité et la carte vitale devraient être
la même carte dans notre portefeuille. On en est à ce niveau-là d'interlocution avec le président de la République. Ça, c'était Agnès Merdier. Ouais, non, mais voilà, je trouve ça vraiment pas dingue. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était la mise en scène d'une situation politique que l'on sait déjà, et vous le savez puisque vous regardez Backseat, une situation politique très floue et très incertaine, dans laquelle le président n'a pas tous les pouvoirs. Toi, t'en as pensé quoi, Namou ? Bah moi, je me suis demandé surtout à qui il s'adresse, en fait. Qui il essaye de convaincre avec ces 3 heures, justement, où, en fait, il n'annonce rien. Donc, ça veut dire qu'il nous prend 3 heures de notre temps pour ne rien nous dire, au final. Ouais. Dans une soirée où il y avait aussi, du coup, des événements culturels. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie du public qui n'est pas forcément... qui va pas entendre en fait ce qu'il a à dire. Bon, il a pas grosse part d'audience quand même. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, mais ça a annulé Koh-Lanta quand même. Hein. Il a fait beaucoup moins que sa précédente allocution le 5 mars dernier. Je crois qu'il y a au moins 10 millions de différences. Voilà. Donc c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'il perd les gens en fait au fur et à mesure des allocutions et en fait. Il y a une partie du public qui, je pense, ne se sent plus du tout concerné. Et c'est d'avance qu'il n'y a rien à en tirer. Et surtout, son attitude qui est très méprisante aussi, ça n'aide pas, en fait, à essayer d'écouter ce qu'il a à dire. Emilio ? Vous voyez où on en est rendu, c'est-à-dire qu'on commente les non-annonces de Macron. Ouais, c'est ça le truc, avec un enthousiasme débordant en plus. Non, mais il a raison, Usuel. En fait, il en est là, le macroniste. Le macronisme. C'est qu'en fait, c'est un truc qui tourne à vide et il est obligé de répéter les mêmes choses en boucle parce qu'en fait, c'est le seul moyen qu'il a d'occuper l'espace. Alors moi, j'ai ma théorie farfelue où il se prépare à dissoudre et il se dit, avec son ego, c'est moi qui vais les reconquérir un à un, je vais aller les chercher. Alors franchement, à part ça... D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, c'est bizarre, ils lui ont parlé, vous nous faites un référendum, faites-nous un truc, parce que oui, c'est qu'est-ce qu'il peut faire lui sinon un référendum, mais ils lui ont pas posé la question de la dissolution. Ouais. Non, mais ils ont demandé s'il serait candidat en 2032. Ça a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Bon. Ouais. C'est une micro-question, je suis pas choqué, mais... Sa non-réponse dit que surtout, j'y ai pas pensé, ça veut dire qu'il y a pensé quand même un petit peu. Ah, puis surtout, on s'en fout, en 2032, on sera peut-être tous morts. Au rythme où ça va. Mais il y a quelque chose quand même pour la défense d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout le seul à avoir fait ça. Tous les présidents depuis Giscard ont fait des émissions similaires à la télévision pour faire le bilan, défendre ce qu'ils ont fait, etc. Je me pose quand même une question sur... Moi, je suis le premier à défendre l'idée que doit y avoir des émissions politiques à la télévision, que le président de la République doit venir rendre des comptes. Je suis pas pour autant favorable à ce que ce soit systématiquement des journalistes qui posent toutes les questions tout le temps. Il faut qu'il y en ait, c'est important. Il faut que le président de la République fasse des conférences de presse. Et je trouve qu'il n'en fait pas assez. Et ça devient problématique quand il n'en fait pas assez de ne s'exprimer que dans des allocutions ou des exercices comme hier ou à l'étranger. Il le fait à l'étranger. Devant des journalistes étrangers. Moi, ça me choque. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour autant, je défends l'idée que le président doit pouvoir échanger sur un plateau de télé avec des personnes autres que donc avec des élus, avec des influenceurs. Ça me choque pas par principe. Avec Salomé Saké, avec la patronne de la CGT, je trouve que ça a du sens quand même. Oui. Toi, le dispositif, tu continues à penser que c'était problématique. Parce qu'en fait, la première partie sur l'Ukraine, là, tu vois, en fait, là, il est dans son rôle. Fais-nous le cœur de son propos. Il l'a dit à la fin. On lui a fait signer un petit livre d'or. Maintenant, c'est une tablette. On lui a dit, maintenant, faites-nous une promesse, engagez-vous sur un truc. Et il a dit que la France reste libre et indépendante. L'idée que, à minima... est forte, oui. À minima, la promesse, c'est qu'on ne sera pas envahi par Poutine. C'est toujours ça de prix. Merci Manu. Mais mais en même temps, dis-moi pourquoi. C'est quoi le projet en fait ? C'est une question qu'on a déjà eue ici. C'est quoi le projet européen ? Qu'est-ce qu'il en reste ? C'est quoi notre identité en termes de système politique ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Parce que sur le reste des prises de position, que ce soit sur le détricotage de notre modèle social, que ce soit sur la sécurité, le reste est très trumpiste. Et je vais y revenir sur le détricotage du modèle social parce qu'il a été question à un moment d'une conférence sociale. Oui. Parce que c'est quoi une conférence sociale ? On met un peu les partenaires autour de la table et puis on les écoute pas après quoi. J'imagine c'est ça dans sa tête. Et l'idée ce serait que notre modèle social repose moins sur le travail, sachant que c'est le fondamental de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'en effet on paye des cotisations, c'est-à-dire que les travailleurs payent leurs cotisations, donc du coup ils ont leur assurance. Et alors maintenant en fait au fur et à mesure des années, l'État a repris la main sur ses assurances, sur ses caisses, et donc maintenant il dit même alors, il y avait déjà des dispositions, la CSG, etc., ou la TVA, mais faisons en sorte qu'on arrête de cotiser
en gros, que les travailleurs ne payent plus leur modèle social, c'est l'État qui va trouver d'autres modes de financement. Alors, la TVA sociale. Lesquels? Alors, souvent, on a parlé de la TVA sociale, mais j'aimerais qu'on regarde aussi qu'aux États-Unis, c'est exactement le projet de Trump. Trump voudrait que les dépenses de l'État ne soient plus financées par l'impôt, il voudrait que ça soit plutôt supprimé, et qu'ils soient financés par les droits de douane. Parce que c'était le cas avant Roosevelt. Avant Roosevelt, assez largement, les finances de l'État venaient des droits de douane, des taxes, etc. Mais pas Enfin voilà. Donc, les capitalistes voudraient bien que ce ne soit plus l'activité qui paye le modèle social, mais que ce soit pourquoi pas la consommation. Mais voilà. Faut rappeler quand même que la sécurité, ou les taxes sur les étrangers. Là, par exemple, il nous a vendu l'idée que si on taxait la consommation, il l'a dit en 2 phrases, il a dit comme ça, les étrangers qui viennent, les touristes, voilà, ils paieront pour notre modèle social. Tu le fais très très bien. Et ça fait un peu, ça, tu vois, c'est très trumpien. Les étrangers, on va les taxer, les touristes. Mais il faut revenir au fondement de ce que la Sécu, en fait. La Sécu, c'est une gestion. Au départ, c'était les syndicats qui géraient tout seuls, en gros, une caisse d'assurance maladie, c'est le chômage, etc. Au fur et à mesure des années, la droite a quand même remis des patrons dans la gestion paritaire, parce que faut pas déconner, c'est quand même pas les gauchistes qui vont gérer tout ça. Oui, de 3/4, c'est devenu la moitié. Que le budget de la sécurité sociale, il est supérieur au budget de l'État. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui les rend dingues de ne pas avoir la main sur cette manne d'argent. Et en fait, pouvoir remettre la main dessus, c'est aussi en changer la distribution. Et donc pour aussi réduire... C'est une question de pouvoir. C'est une question de pouvoir, en fait. Voilà, exactement. C'est le grand plan Juppé en 95 déjà où c'était la question. Il y a un truc intéressant, c'est que Emmanuel Macron n'a pas annoncé de référendum alors qu'on pouvait être en droit d'en attendre dans cette émission. Est-ce que pour autant il a fermé la porte à toute forme de référendum? Moi, je pense pas. Hein. Non, il est possible qu'il nous en annonce un dans pas longtemps. Oui, il a dit qu'il allait faire des QCM là. C'est ça, il va nous mettre des questions. Toi, t'es contre les consultations citoyennes? Non, mais en fait, si les consultations citoyennes, ça porte son nom, hein, consultation, donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'en tenir compte derrière. Au moins, c'est officiel. Oui, mais alors, plus que dans la convention citoyenne avec laquelle il s'était torché, mais ça, il se torchait avec les élections, avec les conventions citoyennes. Donc en fait, il y a les ZFE quand même. De quoi? Il y a les ZFE quand même de la convention citoyenne qui sont en train d'être mis en place. Le problème, c'est qu'il a gardé que ça. Et tout le volet social, justement, n'a pas été conservé. Et donc, non, mais qu'on redonne la parole aux Français qui l'ont quand même pas eu depuis 20 ans. Hein. La dernière fois, c'est le référendum de 2005. Mais qu'est-ce qu'on en a fait du référendum de 2005? Et ben, c'est pas rien. On s'est torché avec. Donc, qui redonne la parole? Je suis tout à fait d'accord. Mais qui redonne la parole aux Français? Pourquoi pas? Il leur a donné la parole il y a 1 an en dissolvant l'Assemblée nationale. Ils ont condamné, ils ont dit non à la politique qu'il continue de vouloir mener. Évidemment, s'il fait un référendum, il le fera sur un sujet dont il pense qu'il peut le gagner. Donc ça élimine tous les sujets un peu dangereux. Et par exemple, Sophie Binet, c'était intéressant la proposition qu'elle avait de Sophie Binet, c'était de dire faisons un référendum sur la question des retraites, parce que justement, la question n'est toujours pas soldée. C'est la façon de dire, elle l'expliquait après. Dans la matinale de TF1 là, puisqu'ils ont fait les petites bonjour ça s'appelle bonjour. Bonjour. Par la Routuro, et elle dit en fait ce que je voulais dire, c'était vous n'êtes pas obligé de vous dédire sur les retraites, mais en fait ne vous dédisez pas, on porte chacun des projets, et démocratie, on fait voter les gens, et ça il veut pas. Tu te rappelles quand vas-y. Il refuse absolument. Enfin, pour lui, c'est catégorique. S'il retourne, si on vote un référendum sur la retraite, c'est comme s'il jetait tout son projet à la poubelle et que voilà quoi, il cédait à quelque chose dont il n'a pas voulu céder. Et puis c'est pour ça aussi qu'on s'est tapé des 49.3 pendant. Mais c'est totémique en fait. Et Sophie Binet qui lui dit on n'a pas voté cette réforme, le Parlement n'a pas voté. Il fait, si. Il y a eu un 49.3 et le gouvernement n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Donc voilà. C'est comme voter, c'est pareil. C'est en fait Sophie Binet a raison et Macron a raison aussi. Balle au centre. C'est un peu particulier, c'est que ne pas voter une motion de censure. Voter une motion de censure, ça a d'autres implications que de voter contre. Oui, c'est pas pareil que de voter une loi. C'est pas les mêmes conséquences. C'est le mécanisme du 49.3 précisément qui fait un espèce de vote inversé où on préfère ne pas censurer un gouvernement plutôt que de voter un texte. C'est toute la particularité de ce dispositif. C'est passé à 7 voix. Je trouve moins démocratique, qui est moins démocratique que. Oui, mais il est passé quand même. Ah oui, non mais je dis pas, il a eu chaud. Il y aura peut-être un référendum quand même sur un sujet. Emmanuel Macron n'a pas fermé la porte, c'est sur la fin de vie.
La fin de vie, le texte de loi sur la fin de vie arrive à l'Assemblée nationale après être passé par la Convention citoyenne. C'est en ce moment, c'est jusqu'au 27 mai prochain. Le texte prévoit la mise en place en France d'une aide à mourir sous certaines conditions très précises. Est-ce que vous pensez que ce texte va déchirer la classe politique à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va faire consensus? Est-ce qu'on va se diriger vers un référendum? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça commence déjà, en fait. Vas-y. Ça commence déjà, puisqu'à partir du moment où Macron dit que si les gens ne se mettent pas d'accord à l'Assemblée, il y aura probablement référendum si ça s'enlise, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça s'enlise, notamment ceux qui sont contre. Et c'est pas. Et là j'attaque. C'est pas une attaque, mais on peut se dire aussi que dans les personnes qui sont contre, il y a aussi les réseaux catholiques intégristes qui ont aussi tout intérêt à se structurer, parce qu'en fait, avoir un référendum, ça veut dire qu'on laisse une campagne de 6 mois. Donc 6 mois, ça veut dire que c'est des gens qui auront accès au plateau de télévision pour porter le non, par exemple, au référendum. Et ce qui est légitime, Il a déjà fait une convention citoyenne quand même. Et alors? En quoi plus un référendum? Non, mais pour dire qu'il y a un temps de consultation démocratique, et en effet, c'est le principe et c'est la vertu même du référendum. C'est à un moment, on va parler que de ça pendant des semaines. Voilà, ça crée un moment. Ça a ce mérite-là. Voilà. Et donc les gens vont se structurer, réfléchir. C'est un moment d'éducation populaire, en fait. Se cliver aussi. Voilà, s'éduquer sur la question. Théoriquement, là, ce temps-là, c'est plutôt ça a été celui de la Convention citoyenne qui avait un peu fait ce travail-là de réflexion. Même si en principe, oui. Si. En l'occurrence, elle a plutôt bien bossé, la Convention citoyenne, comme d'habitude. Hein. Les conventions citoyennes bossent bien, les gens font le travail et ils arrivent à des conclusions intéressantes. Non, il y a quelque chose d'intéressant avec le sujet de la fin de vie, c'est que c'est un sujet qui clive au sein même des familles politiques. En fait, tout le monde n'est pas d'accord. On le voit par exemple au sein même de du propre camp présidentiel. En réalité, on a d'un côté un Gabriel Attal, par exemple, qui est favorable au texte sur la fin de vie, et puis on a tous ceux qui sont du côté d'Édouard Philippe qui sont plutôt contre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais on le voit. Je ne sais pas si on a les mêmes clivages à gauche, par exemple. Si, pareil. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as comme exemple à nous donner? Le Parti Socialiste, par exemple, cette semaine, j'étais à la conférence de presse à l'Assemblée nationale du groupe socialiste. Donc, il y avait une grande majorité du groupe socialiste qui voterait en faveur de la fin de vie. Mais par contre, il y avait une liberté de vote, parce qu'en fait, comme ça fait appel à des convictions aussi personnelles, je ne vais pas parler pour lui, mais par exemple, je crois que Dominique Potier, le député socialiste, il y est opposé. Je sais que, alors, ils sont plus à l'Assemblée parce que il y a eu la dissolution, il y a d'autres choses, mais chez les communistes, par exemple, il y a André Chassaigne qui s'était exprimé, l'ancien président du groupe, pour dire qu'il était contre. Je sais que Pierre Daréville, l'ancien député aussi, il était contre, mais d'autres dans le groupe sont pour. Au Rassemblement national, pareil, ce matin j'entendais Jean-Philippe Tanguy qui disait que lui, sur le principe, il est plutôt pour, même si là, il trouve que ça se dégrade, et Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont exprimés contre la fin de vie. En fait, c'est quelque chose qui dépasse les clivages de façon assez important, ce qui fait qu'aussi ça rend totalement illisible, par exemple, ce que pourrait donner un vote à l'Assemblée nationale. Parce que on n'a pas le rapport de force des pour et des contre, surtout qu'en plus le rapport des forces entre pour et contre dépend évidemment du contenu de la loi, parce qu'en fait la fin de vie, c'est pas la fin de vie en général, c'est qu'est-ce qu'on met en pratique pour le faire, c'est-à-dire quelle est la dose aussi, quel est l'investissement dans les soins palliatifs qu'on peut faire, quel garde-fou on met en place, et en fait en fonction de ce qui est voté, ça change les positions des uns et des autres sur un texte de loi, et même pas forcément sur le principe du droit à mourir dans la dignité. Usul, toi t'en penses quoi de la fin de vie? Oui, il y a des questions, voilà, comment tu encadres ça, c'est extrêmement délicat. Moi je suis extrêmement sceptique, je suis plutôt contre ce truc-là, vu le contexte, et notamment comment ça a été voté. Par exemple, pour ceux qui ont regardé Macron, il y avait Charles Bietri qui est venu parler, un vieux bonhomme, ancien journaliste sportif, qui est atteint de la maladie de Charcot, donc ça en effet c'est terrible. Lui il demande le droit à sa liberté de mourir, et c'est vrai que tu le regardes, tu fais bah oui, les gens de gauche, nous on est attachés aux libertés individuelles, donc spontanément on va avoir envie de dire bah oui, on devrait avoir le droit de se donner la mort. Alors là c'est plus compliqué, c'est quelqu'un qui va te donner la mort, c'est-à-dire qu'il faut modifier quand même des trucs. Normalement on n'a pas le droit de donner la mort dans ce pays. Là on ouvre un truc, on ouvre une boîte de Pandore, là on ouvre maintenant, on a le droit de donner la mort. Alors, comment on encadre ça? Il y a des dispositions, par exemple, qui ont été rejetées. Là, par exemple, la création d'un délit d'incitation au suicide ou à la mort assistée. Ça a été supprimé, rebooté. Ça
Ouais, ça a été dégagé. Plein de petits garde-fous ont un peu sauté parce que je sais pas, parce qu'on veut faire ça vite, parce qu'on veut faire ça fort. Mais moi, je me pose vraiment la question en écoutant. Évidemment, j'ai écouté les militants, les militantes des assos Andy, etc. Et tu vois aussi ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je conseille la vidéo de Léo qui avait fait une vidéo là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord avec cette position. Dans notre système de santé, déjà, qui est défaillant, on crève déjà dans les couloirs des urgences. Dans notre système de santé, avec les soins palliatifs tels qu'ils sont, est-ce que ce système d'aide à mourir va pas, en effet, devenir parfois un recours un peu pratique de gens qui pourraient peut-être coûter trop cher si on les soignait trop longtemps? Peut-être même que les gens eux-mêmes, à force de considérer dans cette société individualiste où on vante l'autonomie, etc., de considérer qu'ils sont une charge, maintenant que ce droit t'est ouvert, ce qui t'est présenté comme une liberté va peut-être aussi devenir une contrainte. Va falloir répondre. Pourquoi tu n'as pas saisi cette liberté? Pourquoi tu préfères être une charge pour ta famille plutôt que de regarde ta l'aide active à mourir là, etc. Moi, je suis extrêmement sceptique et assez convaincu par les arguments qui disent pas dans cette société-là. J'ai très peur. Dans cette société-là, j'ai très peur des résultats que ça va donner, des gens qu'on va envoyer dans ce système-là. Après, des gens qu'on va inciter à aller vers ça. Charles Pietri, il n'a pas choisi de vivre dans cette société-là. Je peux comprendre aussi l'argument on ouvre un droit de plus, quelque chose qui n'existait pas avant. Et toi, c'est un truc auquel tu es sensible, Emilio, je crois. Oui, alors sur le principe, parce qu'après, évidemment, en fonction du texte de loi, il y a des garde-fous qui seront là ou pas là. Et ce que dit Usul, en fait, c'est évidemment à prendre en compte. Pour moi, en fait, c'est l'aboutissement sur le principe d'une liberté universelle qui serait l'aboutissement presque du projet républicain au sens des Lumières, c'est-à-dire qui consacre l'autonomie morale. Mais par contre, c'est mon corps, mon choix jusqu'au bout. Voilà, c'est la pleine possession de son corps jusqu'au bout. Voilà. Par contre, évidemment qu'il faut des garde-fous, évidemment que ça ne veut pas dire qu'il faut réduire la voilure sur l'hôpital, sur les soins palliatifs. Tout ce que dit Usul, il faut le prendre en compte, par exemple, dans une société marchande aussi. Dans une société qui réfléchit à base de tableurs Excel. Après, combien de temps avant qu'on envoie des... Emilio. On a aussi des pays où des types d'euthanasie ont été mis en place. On peut se servir aussi de ces exemples-là, voir aussi comment ça se passe chez eux, pour justement essayer de régler au millimètre cette question, parce qu'en fait il ne faut rien laisser, il faut pas laisser de flou en fait. C'est le flou qui est dangereux, et donc ça nécessite un encadrement assez strict. Par exemple, si tu dis on va laisser, en fait, c'est des gens qui vont tuer d'autres personnes, qui vont couper la vie. Ce qui est nouveau. Par exemple, qu'on laisse une liberté aussi aux professionnels de santé pour le faire ou non, ça me paraît aussi essentiel. C'est parce que ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour ôter la vie. Mais il y a un truc qui me gêne, moi, dans cette loi telle qu'elle est présentée, c'est on va donner l'aide à mourir et on va en même temps, quasiment en échange, on va développer les soins palliatifs. Et ça, je trouve ça cynique, en fait. Je dis, mais en fait, développez-les tout de suite. Pourquoi c'est quoi cette histoire de... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la loi n'est pas votée, on ne développe pas les soins palliatifs? Historiquement, c'est l'argument des anti-suicides assistés depuis des dizaines d'années. Et notamment des catholiques conservateurs qui disent chérissons la vie, aidons les soins palliatifs. Et ils répondent toujours comme ça. Voilà. J'ai entendu beaucoup de voix catholiques, effectivement, s'exprimer sur ce sujet de la fin de vie. Et ils font partie des gens qui ont réussi à me faire douter et un petit peu comme toi, être assez sceptique. Mais moi, j'arrive toujours pas à me faire une opinion. Si j'étais député, vraiment, je sais pas ce que je voterais. C'est très emmerdant. Pour moi, c'est moi que ça empêche de dormir. Namou. Moi, je me rapproche un peu plus du point d'Usul, justement, sur la question des personnes en situation de handicap. Et notamment, du coup, je n'étais pas forcément au fait de tout ce volet-là. Et donc, je me suis renseignée, j'ai lu un peu les tribunes des associations, leurs revendications. En fait, c'est les personnes qui sont principalement concernées en fait, par cette loi, qui vont être impactées. Et en fait, je me suis rendu compte que... dans le projet de loi, leur voix est un peu exclue en fait de tout cela et donc ils demandent justement à renforcer la prise en compte des personnes qui n'ont
qui n'ont pas la capacité de s'exprimer et de se représenter elles-mêmes. Et donc, c'est vrai que si on exclut, enfin, on vote une loi qui ne prend même pas en compte une partie des personnes concernées, bah, ça peut mener très très rapidement à des dérives. Et ça, pour moi, c'est assez inquiétant. Emilio ? Mais ça peut se faire qu'avec un choix libre et éclairé, sauf qu'en fait c'est aussi là où il faut mettre des gars. C'est là-dessus qu'il faut. Oui, mais en fait un choix libre et éclairé entre. Emilio. Non mais vas-y Jules, vas-y. Un choix libre et éclairé entre des mauvais soins, une mauvaise fin de vie et un truc cher et un truc pas cher où t'as l'impression de libérer tes proches de ta présence chiante qui leur coûte. Ouais, tu peux faire le choix libre et éclairé. Là, t'as juste donné... libre et éclairé, c'est très relatif. T'es toujours plongé dans des situations... Mais c'est déjà le cas avec le suicide aujourd'hui, Jules. Ah, mais le suicide, il t'engage toi, il n'engage pas l'État. Je pense qu'il y a vraiment un truc... Okay. L'État ne donne pas le droit de tuer... Même aux flics, même les flics, ils n'ont pas le droit de tuer, quoi. Il y a des situations très spécifiques, la guerre, etc. Mais même les flics n'ont pas le droit de tuer. Les médecins auraient le droit de tuer. On ouvre un truc. Combien de temps avant qu'on règle la question de on y a le droit, on n'a pas le droit, à cause d'algorithmes et d'IA, je ne sais pas. Mais on prend une pente hyper chelou avec un mode... déjà sur ces gens. La pression dont tu parles. Et ils peuvent déjà se suicider. Est-ce qu'on a besoin que l'État vienne dire... C'est bien le sujet. Tous ne peuvent pas, justement. Et il y en a qui vont te dire... Il y en a qui n'ont pas la possibilité physique de le faire s'ils le souhaitent. Mais on se débrouille. Mais si, on se débrouille. La question, si dans cette zone, tu préfères le faire discrètement, c'est ça ? Ton frère qui t'aide à mourir et puis qui est jugé non coupable, quoi. C'est comme ça que ça se passe en France aujourd'hui. Donc en fait, tu fais reposer ça sur la famille. S'il y a sur les proches, et donc non. Mais moi, je préfère ça plutôt que l'État qui puisse aiguiller les gens vers ça, quoi. Selon pour des aspects comptables, pour des aspects... Combien de temps avant que ce soit le grand n'importe quoi, à qui on va ouvrir Pardon, là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Tant mieux, si tu veux. Non, mais moi, je vois le truc. J'aime pas du tout cette petite cuisine personnelle où chacun se démerde... et on ferme les yeux. En fait, on décide collectivement de fermer les yeux sur un truc un peu moche. Je sais pas. Encore une fois, ça me plonge dans des torrents de perplexité. C'est dur de regarder la mort dans les yeux, de toute façon. Hein. Oui, ça c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. En fait, c'est très très difficile de se positionner sur une question comme ça, éthique, qui aussi renvoie à plein de choses autour de nos convictions personnelles. Et c'est vrai que c'est... Enfin, je comprends que toi, Jean, tu t'arrives pas à te positionner aussi parce que t'es pas forcément... in fine, là, maintenant, concerné par ce point-là, tu n'as peut-être pas de personnes autour de toi qui sont concernées par ça. Et donc, forcément, ça paraît très loin. On peut juste faire que des suppositions. Et en même temps, c'est une bonne question. Ouais. Est-ce que c'est que aux personnes concernées de prendre la décision ? Oui, non. C'est là où je rejoins Usul sur le côté. En fait, c'est un choix de société. C'est qu'à un moment, c'est ça aussi la beauté de la politique et la difficulté de la politique. C'est de prendre des décisions dans les domaines dans lesquels tu n'es pas concerné. Donc, ça demande de développer une capacité d'écoute des personnes concernées. Et d'autres personnes qui ont des choses à te dire sur le sujet sans être concernées directement. Et c'est à ça que servent les chercheurs, les associations, les militants. C'est un sujet passionnant, mesdames et messieurs. Vous allez en entendre parler de la question de la fin de vie pendant les semaines qui viennent. Ça va jusqu'à la fin du mois de mai, en discussion à l'Assemblée nationale. Et je suis bien incapable de vous dire ce sur quoi on atterrira à la fin. Moi, j'ai un peu peur. Je sais pas de quels critères. Les critères, dans les pays dans lesquels ça a démarré, les critères n'ont jamais cessé de s'alléger au fur et à mesure des années. On l'a ouvert à d'autres gens. Donc, combien de temps avant que quelqu'un de dépressif chronique, on commence à lui dire voilà, un de mes proches qui reste chez le médecin, et le médecin, si vous avez envisagé le suicide assisté, bah oui, on a refusé de créer un délit d'incitation au suicide assisté. Donc ça sera possible, le médecin va pouvoir te le proposer. Est-ce que j'ai envie qu'on le propose et que l'autre se dise oui, peut-être, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse, oui, peut-être que voilà. L'autre sujet, qui a été abordé au cours de cette interview d'Emmanuel Macron, dont on avait déjà arrêté de parler, je ne vais pas le remettre sur la table, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est la question internationale, évidemment. Emmanuel Macron a annoncé que les Européens étaient sur le point de développer le 17e train de sanctions contre la Russie, alors que s'ouvre une conférence internationale en Turquie pour discuter d'un cessez-le-feu avec l'Ukraine. La vraie question, c'est est-ce que ces annonces de sanctions contre la Russie servent encore à quelque chose ? Est-ce que ça fait peur aux Russes ? Est-ce que c'est utile ? Poutine n'y va pas en Turquie. Alors, j'ai pas la dernière information. Poutine n'y va pas. Poutine n'y va pas, il envoie une délégation de conseillers, mais lui-même ne s'y rend pas. Lui-même ne s'y rend pas. D'accord. Il n'y a même pas la Zelensky n'y va pas non plus. Et Zelensky n'y va pas non plus, du coup. Bon, ça commence mal pour cette conférence, mais au moins, il y a une délégation. Ma question n'était pas tout à fait celle-là. Ma question, c'était de savoir est-ce que les sanctions, ça sert vraiment à quelque chose ? Toi, Usul. Je reste dans le monde. Qu'est-ce que t'en penses ? Pas toi, mais le monde. Pas le monde, mais toi. Oui. Les pourparlers se déroulent
voleront en Turquie, oui, sans Oui, jeudi soir ou vendredi soir. Ouais, bah, c'est bien, c'est précis. Bon, Voilà. qu'est-ce que j'en pense? Oui, les sanctions. Les sanctions, ça sert à quelque chose ou ça sert juste à pousser la Russie dans les bras de la Chine? Bah ça a eu cet effet aussi, ça a consolidé un peu durablement l'alliance avec la Chine. Non, les sanctions, ça sert à quelque chose. Après, on va reparler peut-être du gel des avoirs ou je sais pas quoi, mais c'est le fait d'être un peu mis au banc de ce système-là. Le truc, c'est qu'à côté est en train de se recomposer, et c'est ça qu'on a vu c'est quoi, le 8 mai Non, il le fait le 9 là-bas. C'est Ouais. le 9, ouais. 9 mai. Le 9 mai, en Russie, c'est-à-dire qu'il y a un ordre mondial qui jusque-là était sous la domination, le patronage aimable des États-Unis et ses règles commerciales et de l'OMC, etc. Et là, en fait, il y a une espèce de deuxième ordre parallèle qui est en train de s'instaurer, mais qui est aussi un marché, en fait, et sur lequel la Russie peut écouler son énergie. Et puis parfois, en fait, elle revient jusqu'en Europe en passant par un pays tiers, et finalement, on achète quand même de l'énergie russe. Hein. Donc non, ça a eu un effet de consolider ces blocs, quoi, de consolider la frontière entre ces blocs. Mais est-ce qu'on a envie aussi de commercer avec des pays agresseurs? Faut rappeler à chaque fois que la Russie est un pays agresseur, pas seulement dans le cas de l'Ukraine, mais qu'elle ne cesse, c'est sorti, c'était quoi dans l'Express cette semaine, qui récapitule aussi tous les sabotages russes qui continuent en France, mais toute l'année, quoi. Avec les mains rouges, oui, mais même des sabotages purs et simples, hein, des coupages de câbles et des machins, et vraiment. Okay. C'est-à-dire que les Russes sont en guerre civilisationnelle contre l'Europe, l'Union européenne, la France en particulier aussi, surtout depuis que Macron joue le meilleur pote de Zelensky. Évidemment, on est particulièrement identifié comme des alliés importants de l'Ukraine. Est-ce que la voix de la France pèse vraiment dans le dossier ukrainien? Emilio. Dans le dossier ukrainien, Macron, en tout cas, a voulu se saisir, maintenant qu'il ne peut plus rien faire sur la scène nationale, il a voulu se saisir de toute façon du dossier international. Mais même dès le début, en fait, on l'a vu, c'était dès 2022, il a voulu incarner aussi ce chef d'État, de faire peser cette voix française, et derrière lui, en fait, emmener la diplomatie européenne. Sauf que là, le problème, c'est que la diplomatie européenne, ça n'existe pas aujourd'hui, et donc la France seule, elle ne pèse pas tant que ça. En fait, on se rend compte que sans les États-Unis, qui en fait fournissait par exemple le principal du renseignement en Ukraine, c'est très compliqué aujourd'hui de remplacer, par exemple, ne serait-ce que d'un point de vue opérationnel, les États-Unis. Je ne sais même pas si c'est souhaitable, hein, mais en tout cas, la question s'est posée. La France n'est pas en capacité de le faire aussi parce que dans les faits, mais pas seulement sur le dossier ukrainien, c'est que la France... en fait, la voix de la France s'est considérablement affaiblie ces 20 dernières années, notamment parce qu'elle a pris une voie diplomatique différente. Elle est sortie en fait de la logique gaullienne. Sarkozy, en gros. C'est la toute fin de Chirac. En fait, le tournant, c'est le discours de Villepin. En fait, le discours de Villepin à l'Assemblée nationale à l'Assemblée générale de l'ONU, des Nations Unies, c'est le grand moment français, le dernier moment gaullien français, parce qu'en fait aussi, il a eu comme conséquence d'un retournement, y compris sur la fin du mandat Chirac, en fait, parce que la réponse qui a été faite à la France a été aussi extrêmement violente. Et Sarkozy, en fait, a réintégré le commandement intégré de l'OTAN, a fait en sorte que la France y retourne, ce qui n'était plus le cas depuis De Gaulle. Et en fait, du coup, ça s'est traduit aussi par un alignement sur les positions américaines. Donc, comment la France peut peser dans ce cadre-là à partir du moment où en fait elle dit la même chose que les États-Unis. Et surtout qu'il y a eu une deuxième chose, il y a eu un affaiblissement aussi de la diplomatie française, c'est que sous Emmanuel Macron, on fait moins confiance aux diplomates, on a cassé le corps diplomatique parce qu'en fait la diplomatie c'est prendre le temps. C'est long la diplomatie, c'est un processus. Moi j'ai échangé avec plusieurs diplomates, etc. Ils parlent lentement. De quoi ? Ils parlent lentement. Oui, exactement. Ils prennent leur temps, quoi. Et il y a ça, et donc il y a la diplomatie qui n'est plus en fait au cœur de la politique d'Emmanuel Macron. C'est une centralisation qui s'est faite à l'Élysée. Le Quai d'Orsay a été marginalisé, et s'ajoute à cela aussi le deux poids deux mesures sur la scène internationale. Mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. Mais en fait, la France, elle a perdu en crédibilité à partir du moment où en fait, elle n'a pas elle ne tient pas les principes. Quels que soient les dossiers. Parce que l'autre sujet, effectivement, l'autre dossier sur la table qui a été abordé au cours de cette émission de TF1, c'est le sujet de Gaza. Le président de la République a annoncé... il a rien annoncé, pardon. Non. Par contre, il a durci le ton face à Benyamin Netanyahou. Ouais. Tout en n'utilisant pas le mot génocide pour désigner ce qui est en train de se passer à Gaza, alors que ça devient de plus en plus évident. Namou, toi, tu trouves que c'est hypocrite? C'est hypocrite et c'est consternant de durcir le ton
seulement maintenant. En fait, ça fait plus d'1 an en fait que ce qui se passe, que tout ça se déroule devant nos yeux, et en fait de tenir ce ton qui se veut un peu plus dur face à Netanyahou, ça a juste, il n'y a pas de propositions concrètes. Là, on parlait des trains de sanctions par rapport à la Russie. Où est-ce qu'on en est au niveau d'Israël? En fait, justement, c'est ce genre d'actions en fait, qui peuvent avoir plus d'impact sur la fin du massacre. Ils le dénoncent, mais en fait, c'est très beau de le dénoncer, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui met en place concrètement pour que ça s'arrête? Et il a beau nous dire, oui, alors d'ici juin, on va essayer de regarder pour aller dans le sens de la reconnaissance d'un État palestinien, mais d'ici juin, Gaza n'existera peut-être plus du tout en fait. Donc pour moi c'est totalement hypocrite, et sachant que au lendemain en fait de cette prise de position, on voit que y a d'autres macronistes qui essayent de rentrer dans cette même file, comme Yael Braun-Pivet, qui pendant 1 an a été un soutien inconditionnel d'Israël, et qui aujourd'hui... Mais après, elle est présidente de l'Assemblée nationale, elle n'a pas de pouvoir diplomatique particulier. Oui, bien sûr, mais pour moi, pèse dans la majorité en fait aussi. Oui, ça pèse, oui. C'est ça, et en fait c'est... d'avoir cette position, d'essayer d'avoir cette position humaniste maintenant, pour moi c'est trop tard, et en fait, on a vu la même chose avec la rabbine Delphine Orwiller, l'artiste Johann Sfar et Anne Sinclair qui eux aussi parlent du fait qu'ils se sont tus pendant trop longtemps, alors que pour le même positionnement qu'ils ont aujourd'hui, ils ont fustigé des personnes qui dénonçaient tout ça, soit en les taxant d'antisémites, soit en les taxant de porte-parole du Hamas. Et donc, c'est bien que ça change. Ça va dans la bonne direction. Je mets de côté Orwiller, Sinclair et Sfar. Mais Macron, il est quand même à la tête d'un État, même si sa voix appelle relativement moins. Je préfère quand même que la France prenne des positions dans ce sens-là, plutôt qu'elle reste sur ses positions. On peut dénoncer l'hypocrisie, mais au moins si ça va dans le bon sens, autant que ça. Et par contre, moi, j'avoue que je ne crois pas non plus. Je suis assez circonspect quant au fait que la France va reconnaître l'État de Palestine. En tout cas, il a dit qu'il... Tu crois pas, toi? C'est pas que j'y crois pas, c'est que je doute que ça puisse arriver. Oui, en fait, c'est la même chose, je ne le crois pas forcément. Mais en fait, pourquoi? Déjà parce qu'en fait, son camp est très divisé. En fait, ça peut être aussi une marque quelque chose qui fracture son camp politique, entre des gens comme Caroline Yadan ou la députée Lakrafi, qui elle a demandé la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a un monde, et surtout, j'ai vu la façon dont il a posé le sujet, Emmanuel Macron. Il a posé le sujet, en fait, on va reconnaître l'État de Palestine si les autres États arabes s'engagent à reconnaître Israël. À l'occasion notamment de la conférence sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Et la France, qui se tiendra le 2 juin à New York. Et donc, en fait, à partir du moment où il commence à mettre des conditions qui vont être compliquées à obtenir, parce que les autres États vont aussi dire nous, on reconnaîtra Israël quand ils arrêteront ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Donc, en fait, tant qu'ils ne le feront pas, la France ne le fera pas. Et donc, en fait, c'est une façon aussi... En fait, Macron, il s'est laissé une porte de sortie. Et plus on s'en rapproche, plus je la vois, la porte de sortie, on va dire. Usul, tu trouves qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans la question des sanctions, notamment entre la Russie et Israël? Oui, évidemment, ouais, parce que même au-delà du train de sanctions, là, c'est même plus, on est des sponsors carrément en fait. Israël, c'est une bonne partie. Alors, je sais plus, je crois que c'est 20% de son commerce extérieur, c'est avec l'Europe. C'est pas mal. Donc on achète des produits, on envoie des produits. Alors on n'envoie plus de trucs qui peuvent éventuellement servir comme des armes offensives, défensives pourquoi pas. Donc on continue à être des partenaires d'un pays qui est en train de faire un truc qui lui vaudrait d'être mis au banc des nations si un autre pays faisait ça, quoi. Mais on est des partenaires historiques. Donc oui, il s'agirait. Moi j'avais parlé, c'était sur ce plateau, de l'idée qu'on continue à diffuser I24 News avec la propagande horrible qu'on y entend et les trucs racistes qu'on y entend et tout. Il y a Marine Le Pen ce soir sur I24 News. Il y a Marine Le Pen ce soir. Oui, écoute, c'est logique, tu me diras à un moment. Mais voilà, non, en effet, maintenant, il va falloir faire des trucs. Alors, ce que va souvent faire Macron, parce qu'il y a des accords entre l'UE et Israël,
ce que va essayer de faire Macron, j'imagine, c'est qu'il va se défausser en disant il faut qu'avec nos partenaires européens, on regarde et voilà, donc on repousse et on verra avec les partenaires européens. Bon, ben voilà, dès que ça l'emmerde un peu, il dit c'est pas à mon échelle que ça se prend. En vrai, il y a plein de choses qui peuvent être prises à l'échelle de la France déjà. Hein. Mais bon, c'est compliqué, même au niveau politique intérieur. On voit que ce sujet est aussi un sujet de politique intérieure. Et c'est vrai qu'il renvoie beaucoup à cette conférence qui commencera le 2 juin. Donc, écoutez, on verra ce qu'il en retourne. L'autre sujet qui s'est passé cette semaine, c'est la commission d'enquête sur l'affaire Betaram qui a enfin auditionné le Premier ministre et maire de Pau, François Bayrou. Ça s'est passé hier en direct sur Twitch, évidemment, à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, François Bayrou... Alors, on a vu un François Bayrou sur la défensive et combatif, pour ne pas dire offensif, oui. contre notamment les deux rapporteurs de la commission, Paul Vannier, le député insoumis, et Violette Spilbou, la députée EPR. Namou, t'en as pensé quoi, toi, du François Bayrou d'hier soir ? Ah, mais il faut le dire, il a été offensif. Pour moi, c'est le terme. Ouais. Il a carrément... remis en doute la légitimité de la commission d'enquête en disant qu'il n'avait pas le sentiment qu'elle soit très objective. Et ça, c'est sa défense, c'est casser en fait cette légitimité-là. Et en plus de ça, aussi essayer de détourner l'attention sur sa culpabilité entre guillemets, dans le sens où il va venir à la commission avec le livre La Meute qui dénonce en fait justement la France insoumise. La France insoumise. Il va attaquer nommément, l'une des victimes, l'une des témoins en la traitant lanceuse d'alerte. En disant qu'elle a affabulé. Ah voilà, qu'elle a affabulé et il a utilisé même des termes autour de la folie. C'est très offensif, c'est très cash et c'est très... il reste sur sa position que lui ne savait pas, qu'il n'y est pour rien, en fait. Mais il a été odieux, en fait. Oui. Odieux. Je trouve qu'on peut dire les termes. Il a été assez odieux. Il a traité ça, je trouve... par-dessus la jambe à certains endroits. Le Monde a d'ailleurs affirmé qu'il avait menti dans cette commission d'enquête sur l'existence d'un jugement condamnant un surveillant qui avait frappé en 1996 un élève et qui avait perdu l'audition. Il y a eu une condamnation à la fin de l'année 96. Il a dit dans cette commission qu'il l'apprenait. Il a dit vous me l'apprenez. Le Monde explique que le 13 février dernier, ils l'ont contacté pour lui parler de ce même jugement et il avait déjà dit vous me l'apprenez il y a 3 mois. C'est bien d'apprendre tout au long de la vie. C'est important. Et en fait, François Bayrou, ça a été la stratégie de l'embrouille. C'est Libé qui a titré ça comme ça et qui nous a piqué le titre d'ailleurs dans dernière minute. Salaud. Mais en fait, c'était exactement ça parce qu'à la fois l'embrouille, c'est il essaie d'embrouiller avec des contre-données, des contre-dates, en remettant en cause des témoignages. Puis la stratégie de l'embrouille, au terme d'embrouille, la bagarre quoi. Il a voulu jouer le match avec cette commission d'enquête en imposant aussi en refusant de transmettre des documents en avance pour avoir l'effet de surprise parce qu'il avait peur de la malhonnêteté. Il utilisait le terme de la commission d'enquête. On va loin quand même. Il est Premier ministre et il essaie de décrédibiliser une instance qui est censée contrôler l'action aussi du gouvernement. Ouais. Moi, ça me pose un problème démocratique aussi. Ouais, après, c'est une commission d'enquête. C'est un peu comme les auditions aux États-Unis, si tu veux. C'est normal qu'il y ait un ton parfois qui puisse être assez élevé dans l'échange très direct qui existe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à avoir des commissions d'enquête, surtout qui en ont vu une pour la première fois de leur vie hier. Ça peut arriver que le ton monte face à des députés que tu juges être, que la personne qui se défend accuse d'être des juges politiques. Là, c'était le cas avec Paul Vannier, en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est venu avec le bouquin La Meute et tout. Ça fait partie du débat parlementaire, ça fait partie de la vie d'un parlement. Parfois, les mots sont forts, parfois, les postures sont offensives. Moi, ça m'a pas choqué particulièrement, mais je comprends que ça ait pu l'être. Le truc, par contre, que j'ai vu, et c'est fou à quel point on s'en rend compte dans ces moments-là, c'est que François Bayrou est un homme d'un autre siècle. Il a défendu encore en 2025 les claques éducatives. Les petites tapes comme étant fondamentalement pas scandaleux. Et c'est vrai que ça fait débat, y compris parmi les députés. Violette Spilbou, d'ailleurs, elle a dit, mais j'ai le nombre de collègues qui m'ont dit, non, mais entre nous, petite gifle de temps en temps, c'est pas, ça va, quoi. C'est pas, on va pas en faire une commission d'enquête non plus. Ça en dit malheureusement très très long sur une certaine génération
C'était le propos, en tout cas, du billet politique de Jean Lémarie ce matin sur France Culture. Moi, j'ai pas écouté les 5h30. T'as rien raté. Je me suis dit, je vais écouter ce qu'ils en disent dans les billets politiques le lendemain. Voilà. Alors, j'aurais dû faire pareil pour la soirée Macron, tu me diras. Mais alors, Jean Lémarie, donc sur France Culture, il dit un peu comme toi, il dit on a vraiment affaire à un mec qui en fait a pas compris ce qu'on lui avait reproché. Quand lui-même dit oui, on savait que dans cet établissement, les méthodes étaient un peu rudes. Oui, un peu rudes, d'accord. Et pour parler de violence, etc. Et il dit en fait, évidemment qu'il a rien dénoncé vu que lui il le voit comme ça. Qu'est-ce qu'il avait à dénoncer en fait? Donc on revoyait ce mec-là qui n'a pas compris que l'époque avait changé, et qui ne met pas toujours pas les mots sur ce qu'il n'a pas dénoncé à l'époque. Le billet politique de Renaud Dely sur France Info, beaucoup très macroniste. Renaud Dely, très Bayrou aussi en général, il aime bien. Alors là, il lui pardonne un petit peu tout. Oui, il y a eu quelques maladresses, quelques bafouillements, mais c'était beaucoup plus clair. François Bayrou est venu avec des alors conquis, Renaud Dely, complètement conquis. Et alors Patrick Cohen sur Europe 1, lui, il a dit c'est scandaleux que ça devienne le procès de François Bayrou, qui n'a rien à voir sur Europe 1, sur France Inter, pardon. Que ça devienne le procès de François Bayrou, qui n'a rien à voir avec tout ça. Il faut rappeler que c'est une affaire très grave et que François Bayrou n'a violenté personne. Bon, alors la baffe, la baffe du gamin en 2002, de sa campagne, certes, mais bon. Et alors lui, il est en mode full défense, en mode on attaque François Bayrou parce que c'est un mauvais procès, il est Premier ministre. Je vois, ça va bien les chiens de garde le matin. Putain, c'était chaud. Hein. Donc en tout cas, nous, il nous a peut-être pas convaincus, mais il a convaincu Renaud Dely, Patrick Cohen, Patrick Cohen, lui aussi, est allé critiquer les Insoumis. De toute façon, si tout n'est pas un prétexte à critiquer les Insoumis, même quand c'est pas eux le souci, à quoi ça sert d'avoir une chronique tous les matins sur France Inter, hein. Pour le coup, Paul Vannier, on en pense qu'on en veut, mais Paul Vannier, je trouve qu'il a été très, 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 très habile de ne pas rentrer dans le petit jeu de François Bayrou qui a passé 5 heures à essayer de le faire tomber dans son trou. Vas-y, viens, on se fight. Et Paul Vannier, il était d'une précision chirurgicale. Il était administratif dans sa manière vraiment de s'adresser au Premier ministre, de lui poser des questions très précises et très ciblées. Mais c'est vrai que le Mediapart a fait une vidéo assez redoutable en notant qu'il y avait 11 mensonges. 14. 14 Tu parles de la commission d'enquête? Non, une vidéo qui est sortie avant la commission d'enquête. Non, 14. 14 ? Bon, tu vois, j'étais en dessous de la vérité. 14 mensonges. Et ce qu'on avait dit aussi dans le Rhinocéros qu'on avait consacré à l'affaire Bétaram, c'est-à-dire qu'il ment, c'est évident. Tout le monde dit qu'il ment, sa fille dit qu'il ment. Mais c'est pas grave, on continue. Et surtout, moi, ça me rend fou d'entendre Renaud Dely parler d'imprécision, peut-être un petit peu. C'est papy, quoi. C'est papy. Des fois, c'est un peu flou quand papy parle, il se rappelle pas de tout. Il se cache derrière le nombre d'années. Oui, bon, il pouvait pas non plus. C'est ça, oui, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, quand même. Non, mais je crois qu'on a des journalistes qui sont contents de se faire balader, ils trouvent ça très bien. Et vraiment, il faut sauver le soldat Bayrou à tout prix, quoi. Parce que en face, ce qui leur fait peur, c'est la dissolution, c'est la motion de censure. Et ils sont terrorisés, comme des bons bourgeois qu'ils sont, par le désordre que serait une motion de censure. Et donc, quitte à défendre François Bayrou, quoi. Mais... je pense pas que ce sera sur le sujet Bétaram qu'il y aura une motion de censure. Hein. Ça, j'y crois pas un quart de seconde. Emilio, parjure, ce qui m'a étonné hier, quand même, dans cette commission d'enquête, c'est que ça s'est concentré sur Bétaram quasiment uniquement, sur les questions qui lui ont été posées, alors que juste avant, en fait, la commission, il y a eu 2 révélations d'autres Bétaram situés aux alentours de Bétaram, dans le Béarnais. Il y a eu Blast qui en a révélé un, et nous, l'UMA, on en a révélé un aussi au lycée Saint-Joseph de Ney. Et en fait, moi, je continue à me demander, parce qu'en fait, on n'a toujours pas la réponse, comment un mec qui a été ministre de l'Éducation nationale, conseiller départemental, président du Conseil général de Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau, député de la circonscription, a pu ignorer tout ça. Il ignorait pas, il trouvait ça normal, qu'on connaît un peu, c'est un peu rude, puis voilà. Oui, mais c'est dans sa défense. Lui, il dit qu'il ne savait pas. Oui, il est infoutu de l'expliquer. Et donc, en fait, il évite le sujet. Voilà, et par son attitude, en fait, il tend à rester l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, tant que le dossier Bayrou n'est pas réglé en tant que tel, on ne peut pas vraiment parler du sujet. Qu'est-ce que sont les violences les violences éducatives, les violences physiques, psychologiques, sexuelles dans les établissements scolaires, et particulièrement les établissements privés. En tout cas, ça aurait été un grand débat. J'ai lu quand même beaucoup d'articles, et il y a plein d'articles. Ça a été un moment où, en effet, il y a eu une belle réflexion. C'est dommage que le Premier ministre soit si décalé par rapport aux réflexions que ça a suscité dans la société, quoi. Disons-nous que la société est meilleure que son Premier ministre. Nous, on avance, on travaille, il y a une réflexion, on sent qu'il y a un MeToo de l'enfance
qui est en train d'arriver et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Affaire à suivre en tout cas.